Éric Nolot, Richard Millet, Gérard Carrérou, Thomas Bonnet et Gérard David est là. Il est pilote, instructeur, examinateur en aviation générale. Je vous ai écouté hier soir avec Elliott Deval et puis Michel Chevalet était là aussi. Et puis j'ai trouvé tellement remarquable ce que vous disiez que je me suis dit qu'il faut que vous soyez avec nous dans ces conditions évidemment dramatiques pour nous expliquer ce qui s'est passé à Tomblaine. Vous voyez le sujet de Sarah Fenzari qui rappelle les faits. Il s'apprêtait à vivre un saut en parachute qu'il n'oublierait jamais. Quelques minutes après le décollage, leur avion, un Pilatus immatriculé en Allemagne, du même modèle que sur cette image fabriquée en 1991, s'est écrasé devant leurs proches présents pour l'occasion. Une partie des familles des victimes ont été présentes à l'aéroport, ce qui ajoute au choc évidemment et au traumatisme psychologique qui en résulte. Il est environ 11 h lorsque l'appareil décolle de l'aérodrome de Nancy-Essé. À son bord, un pilote, 5 moniteurs de parachutisme et 5 infirmiers libéraux venus participer à un baptême de saut. 25 minutes plus tard, l'avion s'écrase sur la commune de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, sur un terrain herbeux, proche des habitations. Il n'y a aucun survivant. On a un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol et ensuite écrasé à environ 300 mètres de la piste. Les constatations ont été que les personnes étaient décédées. Sur place, une cinquantaine de sapeurs-pompiers, 25 véhicules de secours et de nombreux gendarmes ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte. Plusieurs enquêteurs spécialisés en aéronautique ont débuté l'examen de l'épave. Le BEA s'est saisi également du sujet et aura l'occasion d'enquêter, bien sûr, avec les services de justice avec lesquels il travaille en parfaite harmonie pour avoir, bien sûr, des explications par rapport à ce drame. En quelques minutes, ce baptême de parachutisme a viré au drame, devenu l'un des accidents d'aviation légère les plus meurtriers survenus en France. Gérard David est donc avec nous, il est pilote, instructeur, examinateur en aviation générale. Visiblement, le Pilatus, c'est un très bon avion qui est utilisé partout dans le monde pour du largage de parachutistes. La capacité d'emploi était respectée, il y avait un pilote et 10 paras. Bon, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'est la panne de moteur. C'est-à-dire que les témoignages qu'on a entendus, qu'on a écoutés, c'est qu'à un moment, tout s'arrête. C'est-à-dire que l'avion s'arrête. C'est ça que j'ai entendu. Alors, d'abord, si vous permettez, je voudrais revenir une minute. On va parler des conditions de l'accident, mais sur les circonstances qui sont terrifiantes. On a malheureusement en aviation assisté quelquefois à des accidents lors des meetings, avec des avions qui chutent en direct et dont le pilote se tue. Mais là, sous les yeux de la famille, c'est terrifiant, épouvantable. Et je dois dire, c'est pire qu'une pensée pour eux. Enfin, c'est une émotion partagée extrêmement vive. Il y avait une jeune fille de 20 ans, je crois que ses parents lui offraient. Oui, baptême de l'air, baptême de parachutisme à 20 ans sous les yeux de ses parents. Absolument invraisemblable. C'est terrifiant, terrifiant. Alors, donc les circonstances sont, hélas, ce qu'elles sont. Les conditions, je serais, si vous permettez, moins affirmatif et catégorique que vous. Ce qu'il faut, c'est poser les bonnes questions. Il y a des constats. L'avion était lourd, sans doute à ce qu'on appelle en aviation la masse maximale autorisée pour le décollage. On verra quand l'enquête aura révélé combien il y avait de kérosène à bord et combien les 10 parachutistes moniteurs et leurs parachutes de secours, ça pèse très lourd. L'avion était lourd, ça c'est un constat. Il était lent, très lent, parce qu'au décollage, et c'est une des questions là qu'il faut se poser, vous l'avez évoqué, un avion au décollage, il doit prendre de la vitesse pour faire la rotation et pour pouvoir décoller. Le problème, c'est que la vitesse, surtout quand on est lourd, le vent léger était plutôt favorable. Et la chaleur, je ne pense pas jouer, c'était pas encore plus de 30 degrés, d'après ce qu'on sait. Mais l'avion était lourd, il était lent et surtout, il était bas. Parce que quand vous décollez, il y a toujours 2 solutions. Avec les avions très puissants, vous pouvez prendre immédiatement un angle de montée qui vous fait monter à 10, 15, 18 degrés. 18 degrés d'assiette. Sur un avion monomoteur, même puissant, avec une turbine comme le PC-6, qui est une Jeep extraordinaire. Mais quelquefois, vous avez à faire un palier d'accélération avant de monter. J'espère qu'il y a des gens qui ont filmé le décollage et on verra, parce que c'est une vraie question, si l'avion a fait un palier d'accélération ou s'il a
comme souvent le font les largueurs de parachutistes pour gagner du temps, pour arriver à l'altitude du largage, pris tout de suite une pente de montée extrême, une pente de montée en tout cas très prononcée. Et auquel cas, quand vous êtes lourd, à basse vitesse et à basse hauteur, un phénomène qui est malheureusement classique, qui s'appelle le décrochage, peut se produire. Ça expliquerait la trace sur Flight Radar de l'avion qui bascule. Ça peut être un décrochage. Mais le moteur s'est arrêté quand même. Alors, ça, c'est ce que j'ai entendu, moi. Les gens disent ça. Là, tenez, écoutez les témoignages. Le deuxième sujet de Tancred Guillotel, c'est les gens qui ont été les témoins. Disent, on n'a plus. C'est la deuxième question. Alors, écoutez ce deuxième reportage et vous nous donnez votre avis. Il est 11h du matin ce dimanche, quand le bruit du crash de l'avion interpelle le voisinage. On a entendu le gros boom et les vibrations au niveau des fenêtres et des volets, quoi. Cet homme a assisté à la chute de l'appareil. Il a monté, et puis d'un coup plus de bruit, il n'y a vraiment plus de bruit, plus rien. Il est parti sur la droite et puis il a fini sa course où il se situe actuellement. Arrivé sur place, il ne peut que constater le drame. Il y avait plusieurs corps à gauche, plusieurs corps à droite, mais tous étaient déjà sans vie. Nous, on a maintenu juste qu'il n'y ait pas le feu qui se déclenche avec un autre monsieur, et le reste, on n'a rien pu faire de plus, quoi. Les 11 personnes qui étaient à bord sont décédées. 7 habitants est bouleversé. C'est impressionnant et c'est choquant. Honnêtement, psychologiquement, c'est choquant. Il faut s'accrocher quand même. Enfin, moi, je pense surtout aux familles des personnes qui étaient dedans, et puis même nous, enfin, ça aurait pu être quelqu'un des proches à nous. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Ce drame constitue l'accident d'aviation légère le plus meurtrier, jamais enregistré en France. Gérard David est avec nous et je rappelle qu'il est pilote, instructeur, examinateur en aviation générale. Donc il y a une personne qui témoigne, qui dit on n'a plus entendu de moteur. Oui, alors les témoignages des gens au sol en matière d'accident d'aviation sont toujours sujets à caution. D'accord. Même quelquefois quand ce sont des pilotes. Là, il y a une question. Est-ce que le moteur s'est arrêté ou pas? Ça, c'est une première question. Ça, on ne le sait pas encore. Personne ne peut l'affirmer. Il y a une boîte noire d'ailleurs dans ces... Non, non, pas dans les avions de moins de 5 tonnes 7. Donc, est-ce que le moteur s'est arrêté? Ça comme si Tout le monde sait ça. Voilà, moi je le... Pardon. Non, un peu Deuxième chose, si le moteur s'est arrêté, ce qui est possible, parce que la panne moteur au décollage, quand vous avez besoin de toute la puissance, que vous êtes à fond les manettes, comme on dit, c'est le moment où vous exigez le plus de la turbine ou du moteur, si c'est un avion à piston. Et c'est généralement là, c'est vrai, que les moteurs pètent, parce qu'ils sont en limite. Donc, si le moteur s'est arrêté, après, une autre question, pour quelle raison il s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu une panne? Les pannes, les arrêts turbines en vol de Pratt & Whitney PT6, c'est les turbines les plus fiables au monde, des millions, si ce n'est pas des milliards d'heures de vol. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple de turbine qui s'arrête en vol à cause du moteur. Il peut y avoir une panne des équipements, le régulateur de l'hélice. Il peut y avoir une panne des accessoires du moteur. Ça, c'est tout à fait plausible. Et ça peut être aussi une erreur humaine? Attendez, alors j'y viens. Il faudra déjà déterminer si le moteur était arrêté et éventuellement pour quelle cause. Et après, on en viendra malheureusement à ce que je n'aime pas comme explication les plus faciles, parce qu'on dit soit il a fait un malaise, le pilote a fait un malaise, on verra, il était jeune, c'était sa troisième, je crois, au moins rotation. Les examens... Troisième rotation du jour? Oui. Parce que... Oui. Et le pilote expérimenté en plus. Donc, le malaise, il y a eu un accident dans un meeting au Lavandou où effectivement on a expliqué la chute d'un Fouga dans la mer sous les yeux du public et les nôtres, d'un avion qui est tombé à pic par un malaise du pilote. Mais alors c'est quoi s'il n'y a pas de malaise? C'est quoi l'erreur humaine? Quelle est l'erreur qu'on peut faire au décollage? C'est terrible parce que, encore une fois, il ne s'agit pas d'attenter en quoi que ce soit à la mémoire du pilote. Oui. Mais c'est vrai qu'un décollage à pleine puissance et à charge maximale, si vous tirez un peu trop sur le manche et que vous prenez une pente de montée, ce que je disais tout à l'heure un peu trop élevée, peut vous amener à décrocher. Et à ce moment-là, vous décrochage symétrique à 50 mètres, à 150 pieds, à 200 pieds d'altitude. Et là, c'est imparable, il n'y a rien à faire. Aucune chance. Non. Là, il n'y a rien à faire, on peut pas... Non. Il n'y a même peut-être pas le temps de réaliser. Bon, là, alors ça, c'est toujours la question qui est horrible, c'est-à-dire les pauvres gens qui sont à l'intérieur, est-ce qu'ils ont le sentiment pendant ces 20 secondes, 25 secondes, je ne sais pas combien... Non, même pas. Non. Est-ce qu'ils ont le sentiment... 20 secondes, c'est très long pour une chute. Non, la chute...
elle n'a pas duré 20 secondes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passe? Sans doute. J'espère pour eux, enfin bon, j'espère pour eux qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Ils étaient, encore une fois, ça s'est passé très bon, il y a beaucoup des vols comme ça. Il y en a beaucoup en France chaque jour ou chaque week-end. Énormément partout. Mais j'ai pas idée, moi, de combien. Les largages de parachute. Mais combien on a un chiffre, il y en a 500, il y en a 1000, il y en a 5000 par jour. Quoi, non, le week-end, j'imagine. Par week-end, je pense qu'on est à plusieurs centaines, oui. Parce qu'il n'y a jamais un souci. C'est la première fois qu'il y a un souci? Non, il y a eu des soucis de parachutes qui s'ouvrent pas, y compris de parachutes de secours. Il y a eu malheureusement déjà des accidents rares. Mais un avion, je crois que c'est l'accident le plus meurtrier de... Le bilan est terrifiant, 11 morts. C'est la capacité maximale des... Et la chaleur, par exemple, intuitivement, je dis, il faisait très chaud. Oui, alors la chaleur peut... Et vous m'avez dit tout à l'heure, non? La chaleur peut aider à la diminution de portance. Mais il faisait pas très chaud. C'était pas un vol de fin d'après-midi avec 35 degrés. Donc la chaleur, tout a pu se cumuler, comme toujours dans ces accidents dramatiques. Il y a un enchaînement de causes fatales. Et alors, si vous ajoutez le poids, la faible vitesse, la faible hauteur au décollage, l'utilisation de la puissance maximale, l'arrêt éventuel du moteur, bon, là, vous avez plus que toutes les conditions. Il y a quelqu'un qui nous écoute et qui manifestement est un instructeur. En tout cas, il dit parfois on arrive à évacuer, mais c'est plus difficile si on est trop bas et surtout avec des tandems, car les parachutistes sont plus volumineux. Ils peuvent évacuer jusqu'à partir de 500 mètres et utilisant la voile de secours qui s'ouvre plus vite. Il dit... j'ai 5000 sauts. Alors, parfois, moi, je ne connais pas ce monsieur, je ne peux pas vérifier ce qu'il dit, mais manifestement, il nous transmet des informations. J'ai 5000 sauts. Ce genre de drame arrive malheureusement. J'ai eu à évacuer un avion à 2000 mètres qui a eu une panne moteur. Il ne redémarrait plus. Et une sortie de piste à pleine vitesse. Donc, vous voyez, sur 5000, c'est quand même... Il a fait 5000 sauts. Il a 2 problèmes sur 5000. C'est pas rien, quand même, en pourcentage. Bon. Alors, il dit la capacité d'emploi était respectée. Avec les parachutes traditionnels, on peut évacuer à 200 mètres de hauteur. Oui, c'est ça. En utilisant aussi la voile de secours, dit-il. Et il dit encore, si l'arrêt moteur se passe au-dessus de 500 mètres, avec des tandems à bord, ils évacuent. Les passagers tandem n'ont pas de parachute, ils ont des harnais, ils ont vu le décrochage, dit-il. Oui, cette analyse est tout à fait sérieuse. Malheureusement, elle ne répond pas aux questions que nous posons et que vous posez. C'est la fatalité, hélas, et c'est horrible pour, nous l'avons dit. Oui, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'une telle situation, encore une fois terrifiante, dissuade les gens. Bien sûr. Ça dissuade, vous le savez bien. Vous savez bien que ça dissuade. Oui, ça dissuadera pendant un moment. Même avant cet accident... Avant cet accident, il y a des gens que vous ne ferez jamais monter dans un avion comme celui-là pour sauter en parachute. Oui, bien sûr. Je vous le dis. Nous le savons tous. Voilà. Oui, mais enfin là, c'est un choix libre et personnel. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement. Oui, je vous en prie, Sabrina. Pourquoi ce type d'avion n'est-il pas doté de boîtes noires comme les autres, qui permettent précisément de mieux diligenter l'enquête? Pour 2 raisons. La première, c'est que les boîtes noires sont un équipement compliqué, coûteux, et qui prend beaucoup de place. C'est pas une petite boîte comme ça, c'est des grosses boîtes. Donc les avions légers ou les hélicoptères légers ne sont pas, sauf exception. Il y a ce qu'on appelle les HUMS qui enregistrent certaines des données, pas 36 000 données comme dans un Airbus ou dans un Boeing, mais certaines données. Mais ce sont des équipements coûteux, lourds, et qui n'expliquent pas toujours des accidents quand ça se produit aussi vite comme celui-ci. Merci, vraiment merci beaucoup. Vous étiez hier soir avec Elliott Deval, je le disais avec Michel Chevalet, et l'émission était vraiment remarquable parce que on apprenait des choses avec vous et puis on est forcément... Ma seule déception, si vous me permettez de le dire, c'est que Elliott Deval nous a avoué hors antenne qu'il avait horreur de l'avion. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont une appréhension. 65% des gens, des passagers commerciaux, ont une appréhension quand ils sont dans l'avion. Oui. Alors, c'est vrai que dans ces avions-là, l'appréhension est légère, mais vous apercevez quand même que la semaine dernière, à La Baule, vous avez un grand patron
qui est décédé à bord d'un Cessna. Aux commandes de son propre avion. Aux commandes de son propre avion. Nous avons ici notre ami Gérard Leclerc qui est décédé et on a une pensée quasiment quotidienne pour lui. D'ailleurs, il arrivait là aussi sur l'aéroport de La Baule. Et que ces petits avions, évidemment, il y en a des milliers de vols chaque jour. Mais manifestement, il y a aussi des accidents. Alors, comme le disait Michel Chevalier, il y a aussi des accidents de voiture, et puis il y a des accidents de trottinette, et puis, bien sûr. Et c'est ce que disait Michel Chevalier hier soir. C'est vrai que statistiquement, il y a plus de risques de se faire renverser par une trottinette ou un vélo en sortant de CNews, en allant prendre un baptême de l'air en Guyamois-Sel. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Et je le répète, on a une pensée pour ces familles, et puis qui ont vu cet avion tomber sous leurs yeux. Dans l'actualité, il y a Louis, bien sûr, et ce mot récupération qui est utilisé, moi je trouve que c'est insupportable. Parce que maintenant, je disais Louis, en parlant de M. Nunez, lui il récupère la récupération. D'une certaine manière, ou ce qu'il pense la récupération. Ça va même plus loin que ça, c'est une évacuation du réel. Oui. C'est-à-dire la canicule, tout s'est bien passé. Louis, il n'y a rien à en dire. Ceci, il n'y a rien à en dire. Quand il y a des scènes d'émeutes, c'est globalement maîtrisé. Donc c'est une stratégie d'évacuation du réel pour la remplacer par le discours et par l'idéologie. C'est pas nouveau, mais là, ça devient extrêmement systématique. Mais vous savez pourquoi ? Parce que le réel est contre eux. Mais c'est terrible. Ah oui. Là, c'est intéressant ce matin, on apprend que les inspecteurs d'académie ont fait un bras d'honneur au ministre de l'Éducation nationale. Bien sûr. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale, il y a un mois, explique qu'il faut des bacs, il faut des copies avec une bonne orthographe. Et on apprend ce matin, mais qu'ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire qu'on a un ministre de la Justice qui n'a pas de pouvoir sur les magistrats et un ministre de l'Éducation qui n'a pas de pouvoir sur les inspecteurs. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais en fait, on sait qu'ils n'ont aucun pouvoir sur rien. C'est le sujet tout le principal. monde, l'impuissance politique, c'est le sujet. Tout le monde devine qu'ils sont là pour. Oui, mais il essaye, au moins il essaye. Comme Gérald Darmanin, il essaye. La photo. Oui, mais dans le cas de l'orthographe, on peut raffiner. Oui. Parce que le ministre de l'Éducation nationale, c'est pas un néophyte. Il a été numéro 2, je crois, de l'Éducation nationale pendant des années. Pendant des années, il s'en est fichu comme d'une guine de l'orthographe. D'un coup, il la sort du chapeau. Donc les inspecteurs d'académie disent non, monsieur, ça ne vous a pas intéressé toute votre vie, donc on va continuer à s'asseoir comme vous-même, vous êtes assis sur l'orthographe toutes ces années. Non, mais c'est désespérant. Si vraiment je suis au bord de dire que c'est foutu. Vous voyez, je me retiens. Non, mais c'est extraordinaire. C'est l'inertie de la correction du bac. Hein. C'est un papier qui est donc sorti. On est le 28. Hein. 29. On est le 29, donc c'est un papier du Figaro d'hier soir. Correction du bac. Les consignes du ministre de l'Éducation sur orthographe et la maîtrise du français ont du plomb dans l'aile. Donc c'était formidable. Et c'est le Figaro qui s'est procuré les extraits de réunions académiques. Pascal, oui, ça va beaucoup plus loin. Richard Millet. Parce que si les inspecteurs avaient réellement fait appliquer ce que disait le ministre, je pense qu'il n'y aurait pas eu une copie qui serait passée du point de vue de l'orthographe. Et ça en dit encore plus long sur l'état de l'éducation nationale en France. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est pas parce que le ministre dit soyez sévère avec l'orthographe que l'orthographe va monter. Non, mais puis il arrive et il le dit au mois de mai. Alors que ça fait 40 ans qu'on se fiche de l'orthographe, que vous avez des gosses qui, depuis le CP, écrivent leur nom et font 2 fautes d'orthographe, et un mois avant le bac, il dit attention, orthographe. C'est au ministre, c'est-à-dire que pour une fois... Non, mais c'est... Moi, je veux bien qu'on fasse... Tout est ridicule dans cette affaire. Oui, mais Pascal, tout est grotesque. Donc le ministre qui le dit un mois avant, tout est grotesque. On peut faire le procès d'Edouard Geffray, mais pour une fois qu'il y a un peu d'exigence qui est demandée... Non mais ok, ça arrive tard, ok, c'est pas... Mais c'est plus que tard. Le 15 mai, il dit les gars, on n'a pas bossé l'orthographe depuis 15 ans, vous avez 17 ans. On s'est foutu de l'orthographe. Les gosses, mais attention, hein. Là, vous avez un mois pour tout écrire bien. C'est un peu dur parce que pour une fois qu'il y avait un peu d'exigence, tant mieux. Monsieur, que ça soit la norme pour les années à venir. C'est pas bien. C'est pas au bac. C'est dès la maternelle. C'est aussi le sens de ce qu'il disait. C'est de remettre l'orthographe au cœur de... Gérard Carrérou, qui fut premier à l'école. Oui, et une chanson que j'ai toujours aimée depuis mon enfance, c'est effectivement celle que vous avez mentionnée. Tout va très bien, Madame la Marquise. Eh bien, c'était Monsieur Nunez. Avant même que vous parliez ce matin, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire sur ce sujet ? Je me suis dit, tout va très bien, Madame la Marquise. Et Monsieur Nunez a une mission précise maintenant dans le gouvernement, c'est que tout va bien.
Alors, on est plutôt dans une situation, comme dirait mon camarade d'en face, où ça va pas toujours très bien, ou même où ça va plutôt mal. Monsieur Nunez, et en faisant ça, c'est pas dénué de politique. En faisant ça, ah oui. Non mais ça, je savais qu'on y aurait droit. Mais non, mais ça va au-delà, parce que Monsieur Nunez, non seulement il est le ravi de la crèche politique, si vous voulez, tout va très bien, mais il est en même temps un trait d'union en pointillé entre le macronisme et d'une certaine manière, dans un certain nombre de sujets, Monsieur Mélenchon et ses troupes. C'est ça qui est Monsieur Nunez, mais Monsieur Geffray est comme ces mécréants qui se tournent vers Dieu sur leur lit de mort, à la dernière minute. Lui, il a toujours méprisé l'orthographe et à la dernière seconde, il dit « Oh là ! En fait, c'est une affaire extrêmement importante. » Mais Richard a levé le lièvre. Toutes les copies auraient eu 0. Parce que toutes les copies sont infestées de fautes d'orthographe. Il y aurait eu du rouge partout, 0 à refaire. Comme c'était le cas dans notre enfance. Tout à l'heure, lorsque vous rendiez une bonne copie, mais truffée de fautes d'orthographe, c'était 0. Oui, mais parce que Eric, depuis 40 ans, on nous enseigne, enfin en tout cas l'éducation nationale qui déconstruit l'école à travers notamment l'orthographe, précise, en tout cas, enseigne que l'orthographe, c'est le capital bourgeois et que c'est, au nom de l'égalitarisme, il faut niveler le niveau par le bas. Et l'orthographe fait partie évidemment des fondamentaux qu'il faut. On va marquer une pause et Gérard David, qui était avec nous tout à l'heure, quand j'ai dit « Tout va très bien, Madame la Marquise », il a dit « Tout va très bien, Messieurs les petits marquis ». Et il a pas tort. C'est-à-dire qu'il faudrait... Ça peut faire une bonne chanson. Tout va très bien, messieurs les petits marquis. Ouais, ça marche. C'est les petits marquis qui... Voilà. Bon, ça vous fait sourire Ça me fait sourire parce que les petits marquis gauchistes pullulent. Oui, et ils sont responsables de l'ensauvagement de la langue, si je puis me permettre. On va marquer une pause. La séquence qu'on a... Vous savez, qu'est-ce qui a le plus symbolisé la chienlit de notre période qu'on vient de vivre, la séquence... qu'on a vécu canicule, c'est le canal Saint-Martin. Voilà. Il y a tout. Dans le canal Saint-Martin, il y a tout. J'ai piqué une crise. Il y a tout dans le canal Saint-Martin. Et on verra tout à l'heure comment ça se passait en France il y a 50 ans. Il y a tout. Il y a tout. Il y a un gosse, paraît-il, de 10 ans qui terrorise là, personne ne l'arrête. Mais il y a tout. Il se fait arrêter, mais il repart tout de suite. Non, mais c'est l'Est parisien. Voilà. C'est l'Est parisien. Allez. Je connais par cœur. À tout de suite et nous revenons dans un instant.